et puis d'autres sportifs et des basketteurs évidemment. Les joueurs de Thomas, qui vous a parlé un petit peu, je travaille un peu avec lui, je travaille depuis 4-5 ans avec les GSA, l'entraîneur qui était en place avant, je travaille avec lui, Valentin Pouplin. Et voilà, dans le milieu du basket, j'ai quand même essayé de mettre en place des choses sur la dimension mentale. Donc pourquoi je viens vous en parler aujourd'hui, c'est surtout pour voir avec vous comment vous percevez la dimension mentale dans vos entraînements en tant qu'entraîneur, de discuter, d'échanger avec vous. Je disais à Thomas, j'ai rien préparé dans le sens où je voudrais répondre à vos questions plutôt que de vous faire un truc un peu descendant, mais plutôt que ça soit dans l'échange. Parce que moi je connais des choses certes, mais vous aussi. Et j'ai pas envie de vous parler de préparateur mental, j'ai plutôt envie de vous parler de comment vous pensez entraîner le mental sur vos entraînements en fait. Quelles sont vos compétences pour travailler le mental sur vos entraînements et qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez envie de faire si vous ne faites rien, comment vous comptez le développer, sachant qu'il y a plusieurs manières de le mettre en place. Moi je peux répondre à certaines choses, peut-être que vous aurez d'autres idées, parce que parmi vous j'en connais certains qui ont fonctionné un petit peu avec la dimension mentale, donc ça va servir de ces expériences-là aussi. Et puis de voir ensemble quelles contraintes il peut y avoir et quels bénéfices on peut en tirer. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas, je redis bien, j'ai mis ma casquette en entraîneur parce que je ne suis pas en train de vous dire la préparation mentale, c'est automatiquement quelqu'un qui va venir vous apprendre comment entraîner mieux vos joueurs. C'est plutôt la dimension mentale, pour moi, vous permettrait d'être un meilleur entraîneur. Et je pense que vous le savez déjà. Je pense qu'il y a déjà des choses que vous faites qui sont de la dimension mentale. Vous avez certainement conscience, ou pas encore conscience que vous faites ça. Mais en tout cas, c'est mon intention aujourd'hui. Pour ça, est-ce que vous avez déjà eu tous, en fait, j'étais pas partie sur la définition de la préparation mentale ou de la dimension mentale dans le sport, parce que je pense que vous avez tous eu un peu des formations là-dessus, des sensibilisations à ça. C'est dans l'actualité, c'est sur les réseaux, donc vous voyez de tout, il y a vraiment de tout. Et je pense que vous savez déjà un petit peu de quoi je vous parle. Est-ce que c'est au clair pour tout le monde ou pas du tout? Ok. Ce que je vous propose, c'est, est-ce que vous avez des questions déjà sur le mental dans le basket pour vous? Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez aujourd'hui? Ouais. C'est une question que j'avais avec Jonathan il n'y a pas longtemps, que je trouve qu'il y a une évolution mentale des enfants et des ados depuis quelques années, qui est due aux réseaux sociaux et l'environnement en général. Et du coup, toi, dans ton métier ou de manière générale en tant qu'entraîneur, si on nous demande à nous adapter par rapport à qui on a en face de nous, et moi je l'ai vu avec les U18, pendant 4 ans, entre la première année et la dernière année, il y a un comportement des joueurs complètement différent, plutôt dans le mauvais sens quand même, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont différents. Et du coup, comment nous, en tant qu'entraîneurs et en tant que préparateur mental, on peut s'adapter à ces différences de comportement. Voilà. Okay. Plutôt lié aux jeunes et pré-ados. Est-ce que vous posez la même chose, la même question sur ça? Voilà. Donc, je ne vais pas forcément avoir les réponses, mais on voit aussi que les jeunes qu'on entraîne n'ont pas les mêmes dimensions physiques, c'est pas le mot que je veux utiliser, mais les mêmes caractéristiques physiques aussi. Et vous vous adaptez. Est-ce que ça vous pose le même problème? Non. Okay. C'est déjà juste ça, mais après j'essaierai de répondre. Ok. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la place du mental Ouais. On a beaucoup d'enfants, surtout pour les enfants, on va parler là, qui à partir de U13 commencent à comprendre comment ça fonctionne, tout le processus de sélection, de club élite, tout ça, de centre de formation. Comment faire pour les faire amener à rester dans l'instant présent et à apprécier
l'année qui se passe sans appréhender tout ce qui va se passer après par les sélections et par les projections futures de certains parents, de ce qu'on pourrait leur dire parce que tel ou tel joueur a un peu de talent. Est-ce qu'on peut parler de motivation? Ouais, on peut. Pourquoi ils jouent, quelles sont leurs ambitions. Ok. Je pense que la pression des parents qui fait que maintenant, le pour qui ils jouent, c'était aussi ce que tu nous avais dit quand tu avais fait la formation, devient plus important que moi je joue pour le plaisir. Maintenant, ils jouent plus trop pour le plaisir, mais pour atteindre des objectifs fixés par des parents. Alors qu'en fait, si on pose vraiment la question aux enfants, je pense qu'ils. Plus qu'avant, je sais pas, moi je suis encore un peu. Moi, plus qu'avant, je sais pas, c'est juste là le constat que je fais. Plus qu'avant, je sais pas. C'est peut-être que maintenant je me pose un petit peu plus la question avec l'expérience, mais que je trouve quand même que DI13, première année, on a déjà des objectifs bien définis sur plusieurs années et je me demande s'ils arrivent vraiment à apprécier le moment présent et la saison qui passe. Ok. Ouais. Question, alors c'est moins par rapport aux joueurs, c'est plus par rapport aux entraîneurs. Ok. Comment, entre guillemets, aborder un peu cette question-là de comment on peut s'aider nous, s'auto-coacher ou en tout cas s'aider par rapport à la pression du résultat, la pression au retour justement des joueurs, à tout l'environnement, mais justement d'un point de vue plutôt entraîneur pour l'entraîneur. Comment se connaît Ouais, non, comment ça va. Ok. Je mets ça, cette question-là, c'est quel besoin il pourrait y avoir. La dimension mentale, elle pourrait répondre à quel besoin pour les joueurs, ça on l'a un peu plus aujourd'hui en tête. À quel besoin elle pourrait répondre pour le staff. Donc, on peut parler de l'entraîneur, et puis on va pouvoir parler quand il y a un assistant, quand il y a assistant jeune en formation, quand on est dirigeant, quand on est membre du club, voilà. Et après il y a l'environnement, les parents, voilà. Dès que je dis ce mot-là, oui c'est vrai que peut-être qu'il y a des parents qui pourraient avoir besoin de connaissances là-dedans. Les bénévoles aussi, d'accord, soit on les intègre dans le staff, soit on les intègre dans l'environnement, ça dépend des structures, mais en tout cas, c'est intéressant de se poser cette question. Comment la dimension mentale pourrait apporter des choses à ces trois groupes-là, dont l'entraîneur. Ok. D'autres questions? Ouais. Simplement aussi, comment gérer la frustration sur les potentiels manques de temps de jeu pour certains. Puisque forcément, on a des hiérarchies dans toutes les équipes. Et comment on gère ceux qui jouent moins que les autres. Il y a inclure les parents. Et les parents, oui. Chez les jeunes, ça va avec. Ouais. C'est comment entraîner les capacités émotionnelles. Ok. Ça répond. Tu penses que ça s'englobe là-dedans? Alors c'est entraîner, gérer, connaître, voilà. Oui, c'est ce que ça veut dire. Ok. Voilà. Ok. Moi j'en ai une, c'est plutôt quand tu es à la place du coach, même si on a déjà discuté de ça, mais quelles sont les clés pour toi d'un coach qui a la meilleure posture possible, mentale par rapport aux joueurs qu'il entraîne, que ce soit suivant la catégorie ou suivant juste son groupe, entre un mix entre le côté émotionnel, le côté maîtrisé et la posture qu'il peut avoir en coachant. Et du coup, dans le même sens, comment il peut s'y préparer avant une échéance. Dans la posture perf, c'est qu'on pète un peu échéance, comme tu me parles, d'accord? Et bien-être, qui est le mot évidemment. Ouais. C'est surtout avoir un équilibre parce que quand on est entraîneur, des fois on n'est pas que entraîneur. Et il y a d'autres tâches à faire et voilà, comment trouver l'équilibre dans ce qu'on fait. Okay. Ouais. Il y a le rapport aussi avec l'arbitre, où des fois on peut perdre notre sang-froid par rapport à des événements qui se passent pendant le match, où on peut être d'un naturel calme et juste des fois péter un plomb. Ouais. Comment faire pour que ça arrive le moins souvent possible, ça fasse sortir toute l'équipe du match. Ça, que ce soit coach et joueur. Ouais, surtout sur une posture de coach où on est censé quand même avoir un peu plus de hauteur et calmer les autres.
arbitre, donc il n'y en a pas là aujourd'hui, il y en a qui arbitrent en plus. Il y a un ancien arbitre. Comment? Il y a un ancien arbitre. Oui. Très ancien. Est-ce qu'il y en a qui font les deux, entraîneur et arbitre encore? Parce que ça arrive. Officiel. Donc j'ai fait un stage en février avec les élites jeunes de rugby et j'ai eu la chance d'intégrer un staff de 9 personnes, donc un manager, 3 entraîneurs, un préparateur physique, un préparateur mental, un kiné, un arbitre jeune en formation et un bénévole, un dirigeant. Et chaque staff gérait une équipe. Et donc en fait j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait l'arbitre était dans le process de formation, d'entraînement au travers de l'équipe en fait. Vous voyez l'équipe évoluer, nous on voyait l'arbitre évoluer, lui il voyait ce qu'on faisait en prépa mentale, en prépa physique, voilà. En fait il y avait une espèce de lien tout le temps entre tout le monde. Alors que là on a bien posé la question comment on peut faire pour gérer face aux arbitres. Mais les arbitres ils sont pas là pour nous expliquer eux comment ils vont gérer face à nous aussi. Une question intéressante évidemment. Ouais. J'ai une question, ça c'est tout public, il n'y a pas de niveau. C'est comment est-ce qu'on pourrait équilibrer, parce que je pense qu'il doit y avoir quand même un équilibre entre le fait de se faire plaisir sur le terrain pour les joueurs et la compétition. Parce qu'il y a des joueurs qui vont être très très compétitifs, et du coup vont peut-être péter un plomb parce qu'ils perdent, etc. Et ça, je rebondis dessus parce que je suis dans un club cette année où il n'y a qu'une équipe par catégorie. Il va y avoir la moitié du groupe sur un aspect compétitif et l'autre moitié qui est là juste pour être avec ses potes. Et donc il y a des frustrations qui peuvent se créer chez certains. Et ouais, du coup, comment. Plaisir, compétition, est-ce que pour vous c'est contradictoire? Non, pas du tout. Donc alors ça revient par rapport aux capacités motivationnelles, d'accord? Plaisir, plaire, plaisir, compète. Ok, on en revient toujours au même. C'est la place et l'équilibre et le. Alors moi je ne parle pas d'équilibre par rapport au plaisir, et ça vient dans la motivation, et c'est ce que généralement je travaille pour répondre à la question de la motivation. Pour qui tu joues, c'est une des premières questions que je pose aux sportifs généralement. Et vous, dans vos projets, quand vous avez des sportifs chez les jeunes et qui viennent, vous dites c'est quoi ton objectif? Donc c'est un peu un lien à ça, d'accord? Pour qui tu joues, pourquoi tu veux faire du basket? Pourquoi tu vas dans le basket là? Et évidemment, la réponse pour qui peut vous étonner. Et pourquoi? C'est pour gagner. C'est pour être champion de France. C'est pour être. Voilà, on va souvent avoir ça. Et c'est très bien. D'accord? Mais il faut creuser ça. Il faut creuser ça pour que dans la motivation apparaissent des motivations qu'on dit intrinsèques qui sont pour lui. Et là, le plaisir va être important. Plaisir, mais ouais, pour me faire plaisir. Fais-toi plaisir à faire des jeux vidéo. Mais non, pour faire plaisir, c'est pas pareil. Je suis avec les copains. Va faire du foot avec les copains. Ben non, mais c'est pas pareil. Le basket, on est dedans. Va faire du volley. Qu'est-ce qui fait que tu aimes? Pourquoi tu aimes jouer au basket? Et là, si je vous pose tous la question, vous allez peut-être avoir, en fonction de quand vous avez joué au basket, le poste de jeu que vous avez occupé, vous allez peut-être avoir des souvenirs. Ce que j'aimais bien dans un match, c'était ça. Et bien, c'est peut-être ça, la motivation qu'il faut chercher à éveiller chez les jeunes. Et c'est pas facile, parce qu'ils se connaissent pas. Donc, pour l'instant, souvent, ils aiment jouer au basket parce qu'il y a les copains. Ou parce que papa ou maman, ils ont fait du basket. Ou parce que la salle, elle est en face, c'est pratique. Donc, c'est pour ça qu'il faut chercher. Donc oui, ces raisons, elles sont toujours là. Mais il faut chercher à développer chez eux le questionnement, et pas leur imposer des choses, le questionnement de pourquoi je joue au basket. Et revenir très vite à pour qui. Parce que pour qui je joue va faire que c'est moi qui vais faire mon sac. Au fur et à mesure que je vais grandir, si vous voulez qu'il reste longtemps, c'est moi qui vais venir à la salle, c'est moi qui vais faire mon sac, c'est moi qui vais voir l'entraîneur, c'est moi qui vais rester sur le banc parce que je ne joue pas, pour la question de la sélection. C'est moi, c'est pas papa et maman, c'est moi qui attends de rentrer sur le terrain. Ou c'est moi qui vais me dépenser et qui vais, en plus de l'école, aller à l'entraînement. C'est pas papa et maman. Oui, papa et maman, ils m'amènent, oui, mais c'est pas papa et maman qui jouent au basket. Donc pour qui je joue, très vite, pareil, il faut essayer de dire que c'est l'enfant qui joue. Thomas vous pouvez me parler d'exigence à l'entraînement pour les joueurs, par remonter le niveau d'exigence des
joueurs, bah, ça va venir de leur motivation, en fait, d'entraîner leur motivation. Et souvent, on se dit, la motivation, bah oui, mais c'est inné, quoi, ils l'ont ou ils l'ont pas. Non, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça parce qu'un enfant, le cerveau d'un enfant, il finit de grandir jusqu'à 30 ans, donc il y en a certains peut-être qui n'ont pas encore fini. Jusqu'à 30 ans, le cerveau peut évoluer, d'accord. La partie qui est quasiment construite, c'est le cerveau labile, le système limbique, c'est là où il y a les émotions. Et ça, c'est construit chez les enfants déjà dès le départ. Par contre, la raison, elle, évolue jusqu'à 30 ans. Donc même si des fois, on sait des choses à 15 ans, même si on sait, le fait que l'émotion soit forte, que le plaisir soit là, fait oublier la connaissance. Donc en fait, on ne va pas réagir, on ne va pas faire ce qu'il faut, en fait. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui font des bêtises. C'est parce qu'en fait, ils réagissent sous le coup de l'émotion, et on sait, on est les premiers à leur dire, et leur cerveau ne permet pas encore de réagir, de faire le bien, de faire la bonne réponse. Donc il faut leur laisser le temps. Et du coup, il faut les éveiller à ce qu'eux vont trouver comme réponse. Oui. Je voulais savoir, est-ce que du coup, comme notre cerveau il capte plus jusqu'à 30 ans, donc tu vas me dire qu'on apprend toute sa vie, ça c'est la réalité. Mais est-ce que du coup, c'est-à-dire que le cerveau humain, jusqu'à 30 ans, il se développe beaucoup plus que ce qui se passe de 30 jusqu'à la fin? Oui, c'est Il y a plus complexe que ça. une période où ça décroît. Voilà, c'est sûr que oui, je suis d'accord avec toi. Parce que Oui, par exemple, ça tu apprends développe. beaucoup plus. Mais Si tu veux apprendre un maximum de choses. là, moi, je te parle au niveau structurel, le cerveau Une fourchette de évolue 2 ans. jusqu'à 30 ans dans les connexions pour faire de la logique, en fait, la raison, la logique. Et on imagine que tu as un tas de connaissances, ton cerveau va prendre les bonnes connaissances appropriées à la situation. Ben ça, après 30 ans, il est plus capable de le faire qu'avant 30 ans. Okay. Donc, et quand il y a une émotion qui surgit après 30 ans, parfois, pas tout le monde non plus, mais parfois, tu es capable d'avoir la bonne réponse. Tu vois, quand il y a un accident, voilà. Chez les jeunes, beaucoup moins parce que l'émotion, elle va stopper tout et en plus, elle va créer la confusion parce que tout n'est pas fait dans le réseau neuronal. Donc, ouais. Moi, j'aimerais bien, dans les sujets que si on peut aborder, moi j'ai la double casquette entraîneur et papa. Et du coup, en fait, d'aborder en tout cas de comment gérer la différenciation entre les paroles et les actes. C'est-à-dire que là, j'ai un objectif, j'affiche un objectif, je veux faire ci ou je veux faire ça. Donc ça, pour qui je joue, pour moi, qu'est-ce que je veux faire ça. Et derrière, l'investissement et les applications qui ne sont pas forcément en relation avec les mêmes, avec les paroles, on va dire. Ouais. Et du coup, comment appréhender ça en tant que justement parent ou entraîneur pour faire changer les comportements cette partie. Pour les entraîneurs et les parents, écrire, chiffrer. D'accord. Et du coup, c'est planifier des objectifs. À partir du moment où ils ont verbalisé un objectif, si tu en es là, c'est super. Et du coup, il faut l'écrire. L'écrire, le schématiser, le quantifier, voilà. Là, c'est pas forcément, mais pour la casquette full entraîneur avec des adultes, de la même manière, d'identifier les choses, écrire. Alors, tout le monde sera différent. Donc toi, en tant qu'entraîneur, comme tu ne peux pas faire pour tout le monde, hein, on est bien d'accord, tu choisis une voie de le faire, donc d'écrire, définir le projet par rapport au club, par rapport à l'équipe, etc. L'écrire, toi ce que tu vois, laisser une place pour que chacun puisse écrire, utiliser un tableau Velleda, un cahier, un ordi, un téléphone, une appli. Après, c'est à toi de choisir ton outil. C'est là où ils sont les outils. Mais en fait, la manière, c'est la verbalisation. Et à partir du moment où mon cerveau, et là on va rentrer dans le domaine de la préparation mentale qui est poussé, c'est les pensées. À partir du moment où mon cerveau voit écrit mes pensées, il enregistre plus que si c'était qu'une pensée. D'accord ? À partir du moment où mon cerveau le voit écrit de manière positive, il le voit plus comme réussi. S'il le voit écrit de manière négative, comme on peut faire un discours de coach et dire ne pas franchir la ligne médiane, mon cerveau il voit pareil que franchir la ligne médiane. Pour le cerveau, il ne voit pas les négations. Donc là, ça va être la même chose. Donc quand vous allez écrire, la première étape, écrire les pensées, les objectifs. Deuxième étape, les formaliser, les structurer par rapport à ce qu'ils veulent faire. Et que ça soit positif,
Que ça soit par étapes, après c'est voilà, fixation d'objectifs. Voilà. Mais la premier conseil que je donnerais, c'est d'écrire. Premier travail que je fais avec les jeunes, et qui est très difficile, je leur dis d'avoir un cahier d'entraînement. Alors, si j'étais encore entraîneur et quand j'étais avec les joueuses, je faisais ça, on avait des documents partagés, il n'y avait pas que le mental. Il y avait le sportif, le scolaire, le médical. Mais quand je suis sur le mental, c'est qu'un cahier mental. Mais ça peut très bien être ton cahier de basket. Et dedans, on va mettre, en sport-études, souvent c'est cahier de basket. Maintenant, au pôle et tout ça, ils ont des applis où ils rentrent les données. Je travaille aussi avec l'équipe de France de sport adapté 3-3 garçons. Et on a une appli, on fonctionne avec une appli où ils verbalisent, ils notent des choses. Parce qu'il faut concrétiser en fait les pensées pour pouvoir avancer. Est-ce que ça répond à ta question? Non, c'est de cette structuration. Et chiffré. Et de pouvoir s'y référer au final, je présume, sur une équipe globale de c'est quoi notre projet global collectif, quelles seront les implications et donc les efforts ou l'exigence justement à avoir, et du coup de pouvoir s'y référer. Je laisse la parole par rapport à ça. Comment tu fais toi avec ton équipe de seniors par rapport à la planification? Ouais, c'est une bonne technique aussi. Exactement. Non, mais par rapport à ce que tu disais, on ne s'imagine pas le pouvoir que ça peut avoir de passer un contrat avec soi-même. Quand on se note les objectifs, on les ancre en fait. Il y a un concept qui s'appelle, pour aller un peu plus loin, où il y a des études scientifiques dessus, l'implémentation d'intention. Tu as entendu parler de ça? L'implémentation d'intention, en fait, ils ont fait des études avec des étudiants à qui ils avaient demandé de préparer un devoir qui était assez long à faire, ils avaient une durée, et les étudiants qui ont fait la technique de l'implémentation d'intention ont rendu à 90% le devoir dans les temps et les autres à moins de 30%. Et en fait, le principe, il est de se dire, effectivement, de se fixer des objectifs de quand est-ce que je vais réviser, de se le planifier, de se l'écrire, mais d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire pour le faire exister dans le cerveau et pouvoir l'effectuer sans se soucier de sa motivation, c'est d'aller un peu plus loin, c'est quand est-ce que je vais le faire, où je vais le faire, comment je vais le faire. Donc, je te donne un exemple, c'est de dire, plutôt que de dire je vais réviser de 14 à 16, je vais réviser de 14 à 16, je vais me mettre sur la table du salon, je vais mettre telle playlist en fond, je vais me servir un verre de Perrier, truc machin, et je me le représente en fait. Je me représente le quand, le où et le comment. Et en fait, ça s'inscrit un peu dans ton cerveau, et du coup, tu le fais en étant un peu dénué de la motivation pour le faire. Tu ne te poses pas de la question de savoir si tu as envie de le faire, puisque ça existe, que tu en as fait une photographie un peu dans ton cerveau. Ils ont fait ces études aussi pour des groupes de femmes à qui ils avaient demandé d'aller faire un dépistage pour le cancer du sein, je crois, quelque chose comme ça. Et sur le délai, ils avaient dit à certaines femmes, faites-le avec l'implémentation d'intention et pas l'autre. Il y a un groupe à moins de 60% qui sont allés le faire, et l'autre groupe de femmes qui a fait l'implémentation d'intention l'a fait à 100%. Donc c'est de se dire, ok, j'irai jeudi après-midi à telle heure avec ma voiture, je mettrai telle station de radio, je serai habillé comme ça. Et on se le projette, et ça existe, et c'est ancré, et ça permet de ne pas se rattacher à la motivation. Donc ça va un peu plus loin dans la fixation d'objectifs, mais c'est puissant de se le mettre. On passe un peu un contrat moral avec soi-même, et comme on n'aime pas se décevoir. Okay. Là c'est l'aspect collectif d'arriver à fédérer tout le monde autour de ce contrat-là et tu peux faire implémenter l'intention collectivement. Quoi. Tu peux le faire individuellement. Là, tout avait été fait sur les études individuellement, mais à l'échelle collective, on s'aperçoit que ça va plus loin. Donc, il y en a qui n'en ont pas forcément besoin, mais quand on a du mal à réaliser les objectifs qu'on s'est fixés, de les planifier, de les décrire, de les visualiser, etc. Donc après, il y a plein d'autres techniques, mais ça marche aussi, quoi. Par contre, ce que ça fait apparaître dans ton questionnement, c'est effectivement que la dimension mentale en tant qu'entraîneur, elle est à prévoir autant sur des situations collectives que des situations parfois individuelles. C'est-à-dire que quand vous allez être à l'entraînement, les joueurs vont être sur le terrain et que vous avez une action sur l'entraînement mental, vous allez donner une consigne sur la concentration, sur quelque chose qui va travailler sur le mental du joueur alors qu'il est en train de réaliser quelque chose, c'est différent de ce que tu dis, c'est-à-dire
travailler collectivement pour que nos pensées, nos actions, nos objectifs nous amènent dans notre travail individuel à agir collectivement. Donc du coup, ça ne se travaille pas en même temps. Peut-être que ça sera la préparation de la saison, l'été avant de commencer le championnat. Peut-être que ça sera dans des périodes de stage, de regroupement, où là, vous allez pouvoir travailler sur les règles de l'équipe, la cohésion, des choses que vous avez entendu parler. Mais ça montre bien que, comme la dimension physique, la dimension mentale ou la dimension technique, les dimensions techniques, elle va être sur des fondamentaux individuels, et puis à un moment donné, il va y avoir un passeur. À un moment donné, il va y avoir un trait collectif dans les données techniques. Et bien là, ça va être la même chose sur la dimension mentale. Et de la même manière, c'est à vous de vous poser cette question. Toi, c'est quelque chose qui t'interroge. Comment tu pourrais faire dès le début de saison pour apprendre à fixer ce projet commun? Et à quels intermédiaires dans la saison je vais pouvoir le réguler? Par quoi? Qui va le réguler? Est-ce que c'est tout le temps moi, l'entraîneur? Est-ce que finalement, ça va poser la question du leadership? Quel leader j'ai dans mon équipe, etc. Et ça c'est la dimension mentale de votre saison. Donc c'est hyper intéressant de se poser ces questions. Il y a plein de réponses et il y a plein de possibilités, mais que vous pouvez déjà mettre en place. D'autres questions par rapport à ça? Donc je continue juste sur la motivation pour terminer là-dessus. Je vous réexplique mon exercice de pour qui que certains connaissent. L'idée, c'est de demander aux jeunes pour qui ils jouent. Et en fonction, vous posez ça sur une feuille et vous lui dites pour qui tu joues. Et tu marques toutes les personnes, c'est possible, hein, tous ceux que tu veux, tu les marques. Beaucoup de garçons de 15 ans vont mettre pour moi. Mais si vous creusez un peu, tu joues que pour toi quand tu viens. Ah bah non, il y a mon père, il y a ma mère. Du coup, il continue de marquer toutes les personnes qui est pour le coach quand même. Puis pour mon premier coach, parce qu'à l'école de basket, j'ai eu ce coach-là quand même. Donc pour ce premier coach quand même, etc. D'accord? Il va mettre toutes ces personnes-là et vous allez lui demander, ok, mais qui c'est qui fait l'effort, qui c'est qui se couche tard, qui c'est qui a du mal à se lever, qui c'est... c'est moi, ok. Alors toi et les autres, là ça commence à faire, quand on entoure tout le monde, ça commence à faire beaucoup s'il y a plusieurs personnes. Qui c'est qui s'entraîne au basket, qui c'est qui joue au basket? C'est moi. Et alors ces personnes-là, pourquoi elles sont là? Vous pouvez très bien interroger. Si vous n'avez pas envie d'interroger, vous dites, ok, maintenant tu vas me chiffrer ça, 100% au total, à combien tu joues pour toi, à combien tu joues pour les autres. Vous pouvez le faire aussi avant. À combien tu joues pour toi, à combien tu joues pour les autres. Si vous avez fait avant d'entourer, là, il va vous faire, bon, alors là, 40% quand même, parce que moi, voilà. Et puis après, il va vous faire 10, 10, 10, ou voilà, pour rééquilibrer, il va avoir du mal à compter, etc. Mais en tout cas, il va rééquilibrer 10 et 10 et 10. Et vous à la fin, vous allez dire, ok, donc à 60% tu joues pour les autres et à 40% tu joues pour toi quand tu vas au basket. Pas un truc, et là, généralement, ils font, ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Généralement, ils comprennent. Hein. Et c'est là où votre rôle d'éducateur, il est de dire, c'est toi quand même qui as plaisir à jouer au basket. Il faut que tu te dises, quand tu joues pour papa, maman, c'est oui, parce que c'est pour partager avec eux quelque chose. C'est pour leur dire, quand je vais rentrer, ils vont me parler du match. Donc c'est pas que pour eux, c'est aussi pour toi, pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Et du coup, là, vous allez être dans le plaisir de jouer, de partager ce moment-là. L'entraîneur, hyper important de jouer pour son entraîneur. Mais c'est aussi pour aller communiquer avec lui. Moi, c'est ça qui m'intéresse après derrière. Communiquer avec lui quand je suis pas d'accord. Pourquoi il m'a pas fait rentrer? Pourquoi il me ferait rentrer? Pourquoi? Voilà. Et là, on est dans le partage. On n'est pas que pour l'entraîneur ou que pour papa parce qu'il a fait du basket. Parce que papa, il a une culture basket qui me plaît. Et moi, j'ai envie d'échanger, de connaître cette culture. Et voilà. Et là, on rentre dans la motivation aussi pour moi, pas que pour l'autre. Et ça, il faut l'entretenir parce qu'au départ, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à l'entretenir avec eux, discuter avec eux, c'est aussi le rôle d'éducateur. Et là apparaissent le début des motivations intrinsèques. Pour moi. Et après, on peut poser pourquoi. C'est quoi tes motivations à jouer au basket? Pourquoi tu joues au basket? Pourquoi tu joues au basket, Yoann? Je joue plus. Heureusement. Faut marquer des paniers. Marquer les paniers. C'est marrant. Quoi d'autre? Cadeau. Pour l'après-match.
Pour l'après-match, bim, apparition du plaisir. Donc là, il faut y aller. Oui, Ah, faut y quoi aller. d'autre? Faut y aller. Pour partager des moments avec mon équipe. mes Voilà. coéquipiers. Donc partager le moment avec l'équipe, c'est pareil, il faut questionner. C'est quoi ton plaisir que tu as à partager ça avec l'équipe? Et non pas que l'équipe, parce que je suis dans un groupe. On peut être dans un groupe à l'école, on peut être dans un groupe foot, on peut être dans un groupe théâtre, pas besoin d'être au basket. Mais il faut dire, du coup, c'est quoi le plaisir que tu as avec les copains? Et il faut creuser là-dessus. Ça, c'est pareil, là, c'est les motivations. Après, on parle souvent, ouais, c'est bien, il faut avoir des motivations intrinsèques, mais il en faut aussi des extrinsèques. Il faut jouer pour gagner, il faut jouer pour être meilleur que hier, il faut jouer pour être le meilleur du groupe. Il faut, à un moment donné, oui, pour qu'on soit compétitif. Et là, je réponds à la question de la compétition, plaisir-compétition. D'accord? Il faut valoriser, quand vous faites des matchs, moi je vous encourage à valoriser le fait d'être bon, d'être le meilleur de soi-même. Bah oui, il faut vouloir ça. Sinon, si on y va juste en mode touriste, vous en avez des comme ça, des Occidentaux qui viennent là juste comme ça, il ne va pas y avoir l'esprit de compétition, il faut leur donner le goût à la compétition. Et puis après, il faut redescendre. Il faut redire, est-ce qu'ils étaient plus forts? Est-ce que tu as tout donné? Est-ce qu'il faut questionner là-dessus? Et puis on va s'entraîner. Et hop, on repasse sur le mode entraînement, progresser, motivation intrinsèque. Il y en a qui ne sont pas du tout compétition par contre. Comment? Il y en a qui ne sont pas du tout compétition. Où leur seul Aussi. plaisir c'est de jouer avec les copains. Exactement. Et tu vas pas leur dire, toi tu viens plus parce qu'ici c'est la Non, compétition. mais par contre, quand ils vont jouer, ils vont venir pour être avec les copains. Alors, tu as ceux qui vont surtout pas vouloir rentrer. Donc là, il y en a quand même pas beaucoup, mais voilà. Et il y a ceux qui veulent être sur le terrain avec les copains. Mais les copains, ils vont vouloir que tu donnes le meilleur de toi-même. Que si tu fais des choses que tu savais pas faire avant, ils vont être contents. Donc tu vois, il y a une notion de concentration, de capacité attentionnelle que tu dois mettre sur le terrain pour te donner à fond, qui est différent de l'entraînement, des fois où ils n'ont pas cette impression-là, et toi, tu n'es pas obligé de l'exiger non plus, parce que là, ils sont sur le plaisir. Mais en compétition, il y a un enjeu de duel, de défi, pour agir sur l'entraînement pour qu'il soit plus motivant. On dit souvent, il faut que tu rajoutes du fun, il faut que tu rajoutes du défi, il faut que tu rajoutes un peu des contrats, tu sais, à l'entraînement. Ça, c'est la compète, en fait. Et ça, c'est le plaisir du jeu. En fait, l'enfant, il a quand même naturellement. On a tendance à croire que les enfants, ils font par plaisir, donc pas compète. Moi, j'ai pas cet avis. Tu vois, on a pas mal de gamins qui ont arrêté cette année parce qu'ils se étaient pas ensemble. Oui, mais les gamins viennent au basket ou dans le sport grâce aux copains, ça c'est sûr. C'est une des premières motivations. Mais s'ils s'ennuient, ils s'en vont. S'il n'y a pas, donc je dis compète, mais s'il n'y a pas le jeu, s'il n'y a pas le défi, s'il n'y a pas le contrat, ils s'en vont. Parce qu'ils s'ennuient. Et c'est pas grave, ils ont le droit de trouver autre chose de plus motivant aussi. Voilà. Mais il faut s'interroger en tant qu'éducateur. En U18 élite, le fait de faire des entraînements tous les jours, tu vois, les filles, la motivation, même si elles étaient compétitives, voilà quoi. Par contre, dès qu'aux entraînements on rajoutait, alors c'est pas forcément de la compétition, la première qui, ça peut être par poste, faire des défis, des contrats-tirs, des jeux qui n'ont rien à voir avec le basket, et là, tout de suite le plaisir revient, et tout de suite on va vers le match d'après. Parce que déjà c'est chimique, le fait de procurer du plaisir à jouer va faire que tu vas avoir envie encore plus après de jouer. Et c'est aussi parce que c'est l'habitude, le fait de répéter des actions, au bout d'un moment, ça s'ennuie. Il faut pouvoir varier et rajouter des choses. La compétition, elle est très souvent innée, parce qu'on apprend par le jeu, même pas que nous, pas que les animaux, pareil, ils apprennent à chasser par le jeu, etc. Donc c'est un petit peu inné. Et souvent, on confond ce qui est l'esprit compétitif et le match que nous, on propose, nous, d'adultes, 5 contre 5, avec telle règle, etc. Il n'y a pas un gamin, si vous faites un Lucky Luke sans élimination, sans compétition, il n'y a pas un gamin qui joue plus de 5 minutes. Voilà. Parce que c'est chiant. On tire, il n'y a pas d'élimination. Donc ils sont dans la compétition, ils ont envie de... Il y a ce côté. Mais souvent, il y en a, ce qu'on leur propose comme forme de match, de compétition,
ça les inhibe un peu pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils n'arrivent pas de toute façon à s'exprimer suffisamment bien, donc ils préfèrent le faire tranquille, soit ils n'aiment pas certains aspects, soit ils sont sous pression du résultat ou du coach, etc. Mais le fait c'est inné, un gamin dès les premiers âges, il fait la course avec son père, ce qu'il veut c'est gagner la course, machin. Il n'y a pas un enfant qui dit je vais courir pour me sentir bien pour courir, quoi. Au départ, il court pour faire la course, pour gagner, pour être le meilleur, pour réussir. Voilà. Mais par contre, nous, ce qu'on propose comme format de compétition, c'est là où on peut se poser des questions et qu'il y a des gamins à qui ça correspond pas forcément, quoi. C'est pour ça que c'est important d'en mettre dans l'entraînement, de mettre du défi, du challenge, du match, plein de petits contrats, le premier en 2, en 3, etc. pour cultiver ça, quoi. Et pas s'entraîner pour s'entraîner et sacraliser le match le 5 contre 5 et là on fait de la compète qu'à ce moment-là, quoi. Et là, on donne une réponse à cette question-là, première. C'est-à-dire par rapport à l'évolution des mentalités des jeunes, le portable, le machin, l'individualisme, etc., d'agir là-dessus, je pense qu'on agit aussi sur ça. On a un pouvoir là-dessus. Et ce serait bien que ça soit un pouvoir, pas le monopole, mais d'avoir des actions éducatives qui permettent de sortir de cette monotonie face au individualisme qu'ils ont et de pouvoir s'ouvrir, et de pouvoir être curieux et de pouvoir être dynamique à nouveau. Donc ça, c'est une bonne action. Oui. Moi j'ai une question, juste, on va sur être un peu de terrain dans une structuration d'entraînement, est-ce que, en se basant sur ce qui a été dit là, pour on va dire préparer mentalement la compétition du week-end, est-ce que c'est dans ce sens, en gros, faire les trucs un peu chiants, monotones début de semaine et aller vers du jeu ludique plutôt fin de semaine pour avoir l'aspect positif et enchaîner sur le week-end, ce serait une structuration, on va dire, un peu intelligente et orientée compétition? Oui et non, parce que non, ça dépend en fait de ce qui va se passer le week-end d'avant. Par exemple, si tu prends une raclée le dimanche, le lundi, c'est pas gagné pour faire le truc chiant. Donc peut-être que le truc ludique va être le lundi, dans la prépa physique et machin, tu vas faire un truc ludique qui n'a rien à voir avec le basket. Et en fait, c'est une adaptation, mais par contre, effectivement, de trouver un équilibre dans la semaine pour changer la donne, ça peut être intéressant. Dans le motivationnel, il y a des défis, tout ça, mais il y a aussi des choses simples. Faire revenir à quelque chose de simple, généralement le béret, je te donne cet exemple-là. Moi, là, les étudiants que j'ai eu à la fin de l'année me demandaient tout le temps le béret. Mais voilà, pour eux, c'était simple, c'était facile, et ils pouvaient jouer directement et pas se baser sur ce qu'il y avait à apprendre, ce qu'il fallait faire, pas faire. Tu vois. Donc, je pense que ça dépend. Oui, je dirais oui, parce que tu veux mettre un peu plus d'intensité, peut-être le mercredi, jeudi, avant le match. Je sais pas. Enfin, ça va dépendre de ton équipe et de. Ouais, alors pas forcément sur l'aspect technique ou autre, mais vraiment sur l'aspect mentalité d'être libéré ou d'être joyeux entre guillemets avant de partir. Ou ça peut être simple, ça peut être les 15 dernières minutes de tous tes entraînements cette semaine. Et surtout c'est hyper individuel, enfin déjà c'est propre à un groupe et ça peut être hyper individuel à l'image du groupe. Ouais, tu vas avoir des groupes qui, au contraire, plus l'échéance se rapproche, plus il va falloir décompresser, faire des trucs cool pour voilà. Et d'autres au contraire qui vont avoir envie de monter un peu en pression jusqu'à ce que ça soit vraiment dur à la fin de l'entraînement, etc. C'est vraiment. Et de toi aussi, parce que toi tu as quand même des attentes, tu veux quand même travailler des choses spécifiques, tu veux pas les lâcher, tu vois, et donc il faut que ça plaise un peu, ça cadre à tout le monde. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est là. Ça va pour les capacités motivationnelles, j'enchaîne si vous avez des questions. Ouais. J'ai une question par rapport à ça. Je te prends un exemple parce que c'est un peu plus parlant. Si on a en fait des entretiens avec des joueurs qui verbalisent du coup des objectifs individuels qui du coup, sont directement connectés à leur motivation, mais qui sont dans l'échec, malgré le fait qu'ils soient sur un investissement conséquent, comment on gère ça? Pour moi, il faut reprendre les objectifs parce que peut-être quelque chose dans les étapes vers les objectifs qui n'est pas clair. Par exemple, j'ai eu un joueur récemment qui m'a dit moi, mon objectif, c'est être professionnel. Ok. Et donc, il est en 18.
quoi l'étape pour être professionnel? C'est quoi ta première étape là, pour être professionnel? Bah, c'est rentrer en centre de formation. Je dis, bah non, il y a peut-être des étapes avant. Et tu vois, je dis, c'est quand les sélections? Là, t'es blessé, comment ça se passe pour venir sur le terrain pour la sélection? Tu vois, de revenir en arrière sur les étapes qu'il a à franchir pour son objectif. Qu'en fait, dans le temps, c'est de la planification d'objectifs ou de la fixation d'objectifs qu'il faut que il y a des étapes qu'il n'a pas vues. Donc peut-être rediscuter avec lui de ça et peut-être l'envoyer aussi voir des gens qui ont vécu ce parcours-là pour poser des questions par rapport à ça. Moi, je fais beaucoup ça aussi. En basket, là, les jeunes des GSA, par exemple, je leur dis, vous avez demandé des fois à Thomas comment il a fait? Vous avez demandé à tel joueur comment il a fait? Ah non. Et en fait, ça, ils ne voient pas parce qu'eux, ils voient que ce qui se passe sur le petit écran. Là. Je suis passée en centre de formation et je suis en pro. Ils voient que ça. Mais ils ne voient pas les étapes qu'il y a eu avant. Donc en fait, c'est de verbaliser les étapes, c'est d'échanger avec eux et de faire ce que moi, en centre de formation, je faisais toujours des bilans par trimestre, comme conseil de classe. Et je travaillais sur le plan sportif, sur le plan médical, sur le plan scolaire. Sur le plan sportif, on voyait aussi par rapport au plan scolaire, tu vois, qu'est-ce qu'il allait avoir derrière, la famille, l'environnement, et poser beaucoup de questions sans avoir les réponses, mais dire qu'il y a peut-être des étapes avant. Je fais ça sérieusement là. Mais c'est pas facile. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser la notion de reprogrammation mentale sur ce que vient de dire Jérémy par rapport à et si tu as des exemples, moi je suis preneur sur ça, si tu as des exemples d'exercices concrets ou autres pour gérer la frustration des joueurs. Parce que souvent on parle de joueurs d'entraînement, tu as des joueurs à l'entraînement, ils vont tout mettre parce qu'ils vont être cool, puis arriver en match, ils vont se frustrer, que ce soit des adultes ou des jeunes, ils vont se frustrer, puis forcément ils n'auront plus du tout la même qualité de jeu. Et ce genre de joueurs, si tu les reprogrammes mentalement, entre guillemets, je pense que tu peux en tirer le meilleur. Et moi, c'est vraiment là-dessus que j'aimerais bien avoir des exos ou des éléments concrets pour pouvoir travailler là-dessus. Ouais. Alors, jusqu'avant, toutes les thématiques qu'on a plus ou moins abordées, c'est ce que moi j'appelle la psychopédagogie de la dimension mentale. D'accord. Et c'est plutôt du domaine de la psychologie du sport. Ça, c'est un sujet pour moi de préparation mentale. La préparation mentale, elle est vraiment, il y a un problème, comment on va le résoudre? Bim. C'est souvent ça, les sportifs, ils viennent voir, voilà, j'ai ce problème-là, comment on peut le résoudre? Ma manière de fonctionner, et avec ma casquette d'entraîneur-éducateur, rappelle-toi, je ne suis pas manager, je suis éducatrice. Et du coup, en tant qu'éducatrice, je vais dire aux joueurs, ok, avant la visualisation, avant le travail de reprogrammation, il y a tout un travail de mieux se connaître en tant que joueur. Pour savoir mes motivations, mes objectifs, qu'est-ce que je suis capable de faire, quel type de joueur je suis, et pour permettre à l'entraîneur de me connaître et savoir comment il va m'aider à être plus performant. Parce que je suis différent des autres joueurs. Mais je ne peux pas me lancer dans un travail de reprogrammation trop vite. Là, avec un joueur des GSA, j'ai commencé à travailler la visualisation, ça fait plus d'1 an que je travaille avec lui. Et c'est un travail de visualisation, un peu ce que dit Ludo, mais beaucoup plus par rapport à l'anticipation de ce que je vais faire, mais plus ciblé sur une action. Il y a une situation qu'il a appris à l'entraînement et il veut vraiment évoluer sur ce poste de jeu et travailler cette action-là. Je vais commencer à travailler avec lui sur la visualisation. La visualisation, ça va juste être penser et vivre cette situation réelle avec mon cerveau pour pouvoir être plus efficace sur le terrain. D'accord ? Et je vous ferai pas un cours sur la visualisation ou sur l'imagerie mentale, mais c'est quand même quelque chose avec lequel il faut être très précis, parce que si on fait n'importe quoi, on peut au contraire rendre moins performant le joueur. Il faut que ça soit timé, il faut que ça soit dans le contexte, il faut que tu travailles sur les sens, il y a des petites choses à mettre. Par contre, la visualisation, et on le fait tous, hein. Là, si je vous dis d'imaginer sur votre écran mental, de vous imaginer en train de faire votre meilleure action de basket, donc dans la tête, moi ça va être fou, ça fait longtemps, mais vous, peut-être ça va être plus récent, et vous allez vous voir, vous allez vous rappeler une vidéo de vous, une photo de vous, une sensation, voilà. Et ça, c'est de la visualisation mentale. Sauf que là,
Là, on veut répondre à une action précise, à un moment précis, aux joueurs. Et dans une salle, voilà. Donc moi, ça, je ne fais pas trop vite. J'ai fait avec un boxeur, et après avoir travaillé avec 2 ans avec lui pour travailler vraiment sur l'imagerie mentale. On a commencé, voilà. Mais avec les jeunes basketteurs éducatifs, moi, je suis plutôt sur la visualisation. Mais sans aller trop loin, en fait, moi j'ai un exercice qui est simple. Je leur fais faire des tirs dans un premier temps comme ils le sentent, comme ils font habituellement. Et au bout d'un certain temps, je leur fais faire le même exercice en leur demandant de s'ouvrir au moment de tirer. Donc de se libérer, d'être cool, de se décontracter. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ce simple exercice et cette simple demande, le pourcentage il augmente. Il augmente d'une manière assez conséquente d'ailleurs. Super. Et c'est ce genre de truc, moi, que j'aimerais avoir. Je ne sais pas si tu as des exemples à nous donner encore plus poussés, mais voilà. C'est sur ces trucs-là que j'aimerais pouvoir bosser. Je comprends, et je te dirais que comment va réagir celui qui pour lui le sourire ne détend pas. Alors il y en a, ils te regardent bizarrement, ils vont te dire, mais ils se moquent de moi. Voilà. Mais à force. Mais c'est ça, voilà, c'est ça. Après, du coup, il y a plein d'outils, et là je vais rentrer sur le domaine des capacités émotionnelles. Il y a plein d'outils qui peuvent se mettre en place dès l'école de basket. Avant la visualisation, il y a la respiration. Ça, c'est un outil que moi je vous conseille d'utiliser, que vous utilisez déjà, mais vous devez le faire en dehors, enfin, au-delà des temps de récupération, parce que vous, généralement, vous dites pour récupérer, vous utilisez la respiration pour récupérer, ou pour mieux être meilleur dans sa course, quand vous faites la prépa physique en début d'année. Mais la respiration, c'est un temps que vous pouvez amener pour éduquer à observer comment je suis, observer ma respiration. Vous prenez parfois le pouls ou le rythme cardiaque, demandez d'observer en 1 minute quelle est la fréquence respiratoire de vos joueurs. Et là, ils vont dire quoi? Je m'assois. Là, pendant 1 minute, on va le faire pendant 1 minute, synchro, s'il te plaît. Là, vous vous asseyez, vous observez simplement comment vous respirez par le nez. Et quand on va lancer le chrono, vous allez compter combien de fois vous respirez, sachant qu'une respiration, c'est j'inspire, j'expire. Prêt? Top. Top. Combien vous avez? J'ai 12. Je pense que j'ai abusé. 12. Ah, c'est J'ai pas compté, mais je suis à plus que ça. Combien? J'ai pas compté, mais je suis à plus que ça. Je suis à 16. 21. Ouais, je suis plutôt dans les règlements, c'est sûr. C'est quoi 12? Attends, Je suis à 11, je suis pas crevé de mots. mais j'ai inspiré différemment. T'as compté? J'ai inspiré différemment. C'est 8. Ouais, ouais. 8. Ah, mais c'est vrai. Moi, je suis à 8 aussi. Non, mais en plus, j'ai pas essayé de respirer à fond. Mais je pense que j'ai respiré différemment. Moi, je suis à 9 aussi, J'ai respiré différemment. L'idée après, donc quand ils ont observé ça, c'est quand vous avez observé comment vous respirez. Peut-être qu'il y en a certains qui ont observé que après l'expiration, il y a une pause. En fait, avec le poids du corps, il y a une pause. Peut-être parfois même quand vous êtes calme, il y a une pause après l'inspiration aussi, une petite pause. D'accord? Et en fait, si vous refaites faire ça avec vos sportifs, vous pouvez très bien dire comment vous vous sentez après avoir fait ça. Si moi je vous pose la question, comment vous vous sentez après cet exercice? Est-ce qu'il y a une sensation particulière? Quand vous l'avez fait, là, est-ce que voilà. Un exercice de respiration, ça permet de. Pas que, mais est-ce que
Là, est-ce que celui-ci, ça t'a détendu? Mais pas que. Les exercices, on va en faire un autre après sur la patte détente. Non, mais celui-là, Ok. Non mais voilà, c'est ça, d'interroger sur comment vous êtes senti après cet exercice. On le refait, il ne faut pas le refaire, mais on le refait, et cette fois-ci, vous devez être au-dessous de 10. Et là, en disant ça, même déjà en vous faisant faire le test, en fait, vous n'avez pas eu une respiration inconsciente, vous avez une respiration consciente. Vous l'avez presque accentuée, d'accord? Si je vous dis, vous devez être au-dessous de 10, voilà, ça va être très conscient et du coup, vous allez changer votre capacité respiratoire. Et en fait, là, on respire consciemment. Et ça, c'est un autre outil qui fait que derrière, quand on va repasser sur le terrain, on va être concentré. Et il y en a plein d'exercices de respiration. Moi, j'ai pas fait de formation en respiration, mais franchement, il y en a plein. Je sais qu'il y a des mecs maintenant qui sont spécialistes de ça et c'est hyper intéressant. Et surtout, ça nous apprend à mieux respirer. Mieux respirer, c'est favoriser les échanges gazeux et c'est du coup permettre au corps de mieux gérer l'oxygène, mais aussi évacuer le CO2. Donc ça veut dire mieux récupérer, avoir plus d'énergie, mais aussi mieux récupérer. D'accord ? C'est dans, pardon ? On s'en sert, tout à fait. On utilise des données pour pouvoir aussi augmenter un petit peu sa capacité respiratoire et du coup dans la posture. On parlait l'évolution des attitudes physiques des jeunes, les adolescents, et ça c'est pas aujourd'hui, les adolescents ils ont tendance à être un peu introvertis, recroquevillés, etc. On leur dit toujours grandis-toi, à la maison on leur dit redresse-toi. Voilà. La respiration ça aide à ça aussi, à prendre conscience de ça. Et après dans les émotions, c'est un outil hyper important. D'accord ? Quand vous avez ceux ou celles qui sont toujours dans la frustration, de travailler sur un exercice de respiration individuelle. Donc de lancer collectivement, parce que tout le monde le fait, donc on ne lui dit pas c'est pour toi qu'on fait ça, mais on le fait pour tout le monde, ça sert à tout le monde. Et du coup on peut cibler ce travail-là pour la gestion émotionnelle. Et la respiration, vous pouvez travailler tout le temps. Moi je la travaille avec, j'ai pas ma casquette entraîneur, j'ai la casquette préparateur mental. À l'entraînement, je suis sur le terrain et avec le staff, je travaille sur les touches. Dès qu'en fait ils travaillent les touches ou des choses comme ça, je suis sur la touche et je dis aux joueurs où je fais des exercices spécifiques pour que les joueurs viennent faire la touche avant que l'arbitre leur donne la balle, fassent une respiration pour se relâcher. Ça peut être pour s'activer. Exactement, d'accord. Ça peut être pour s'activer. Pour s'activer, il y a des petites respirations à faire où on change la fréquence respiratoire qui fait que ça booste, ça prépare quelqu'un qui s'endort, ça peut le booster, d'accord. Si on travaille avec des apnées aussi, ça peut agir pour booster la personne, pour activer la personne. Ça va dépendre de ce qui est nécessaire pour chaque personne pour s'activer. Ouais. Ça n'a rien à voir, juste ce que j'y pense plus tard. Comment tu gérerais un joueur qui est plus porté par le côté compétition que par le côté plaisir? Par exemple, qui est très mauvais joueur ou qui prend tellement pas de plaisir parce qu'il est porté que par le résultat et lui. Motivation. Je travaille sur ses motivations. Que tu penses que c'est possible de changer quelqu'un qui est comme ça? Alors, pas le changer, l'éveiller à quand il va dire à un moment donné, moi je suis motivé pour faire pour l'équipe. C'est quoi la motivation à l'équipe? Alors, là, j'attends soit le plaisir d'être avec les copains, soit j'attends le plaisir de montrer, d'être fier de moi. C'est un plaisir ça aussi. Donc du coup, je vais aller sur les sens. À quoi je vois, tiens, que Yohan, quand tu es sur le terrain, tu es fier. Là, il va dire, ça se voit. Mais ça se voit à quoi? Et pareil, c'est le questionnement du plaisir de faire ressentir ça. Si tu as un gamin qui est très peu dans l'empathie, du coup, tu peux lui demander aussi, à un entraînement, je te demande d'observer tel joueur et d'observer une émotion chez ce joueur et de savoir qu'est-ce qui a déclenché cette émotion. Tu le donnes à observer quelqu'un. Dans ton rôle de leader, je voudrais que tu veilles sur tel joueur et que tu me dises, quand il a cette émotion, c'est quoi qui a déclenché cette émotion? Et là, tu travailles son empathie. Et du coup, il est sur l'ouverture. Tu peux avoir aussi un questionnement sur la culture sportive. Ça peut être sur des joueurs à l'extérieur, des idoles, des mentors. Voilà, tu peux questionner là-dessus. Et ça, c'est intéressant quand on est entraîneur parce que c'est de travail qu'on peut leur donner en dehors. C'est pas que l'entraînement. Donc là, on ne pourra pas me dire que le mental, ça va prendre. J'ai pas le temps d'en faire. C'est un peu en dehors et c'est des questionnements, des petits quiz, des petites choses comme ça. Des petits jeux en dehors. Après, c'est veiller aussi à gagner tout le temps, c'est moins progresser forcément.
question de caractère. Quand c'est dans ton caractère Ah, de mais tellement dans la compétition. Si tu peux fais pas des ton- jeux que tu gagnes tout le temps, Non, mais si tu gagnes pas tout le temps. tu ne progresses pas. Oui, mais dans son truc de dire, lui, moi, ce qui m'intéresse, ma motivation, Ouais. c'est de gagner, uniquement de gagner. L'éveiller à gagner tout le temps, c'est moins progresser. Donc d'accepter, de dire si tu veux devenir meilleur et pas seulement gagner, parce que si c'est gagner, joue au basket contre ton petit frère tout le temps, quoi. Tu vas toujours gagner. Je pense qu'il fait aussi la comparaison, par exemple, des enfants qui perdent et qui vont, ou même des ados, qui vont perdre et se mettre dans des états pas possibles. C'est encore différent la gestion de l'échec. C'est- Là, on revient dans la gestion Là, c'est émotionnelle. l'émotion, plus la motivation. Ouais, je vais prendre un exemple qui est parlant parce que c'est plutôt pour moi en fait. Moi je suis très mauvais joueur et suivant ce que je fais en tant que joueur, pas en tant que coach, je suis très différent. Mais par exemple je fais du paddle. Pour moi c'est très compliqué de perdre. Et c'est pas. C'est quelque part c'est de l'ego, mais je me sens pas meilleur que le reste. Juste que je n'accepte pas, surtout contre certaines personnes, j'ai jamais gagné contre lui, mais je suis pas pareil avec lui. Et j'accepte pas de perdre. Et ça m'angoisse vraiment. C'est-à-dire que je viens pour gagner, je viens pas pour prendre du plaisir. Du coup, je ne prends quasiment pas de plaisir quand je joue. Je prends du Alors. plaisir que dans la victoire. 1, j'ai pas de baguette magique. 2, prends un préparateur mental. Merci, 60 €. J'ai dit, quand on a un problème, J'ai plus de comment thunes. J'ai plus de sous. Non, mais là, tu es sur l'ego parce que tu restes sur l'ego et tu ne veux pas voir autre chose. Il y a aussi. Je donnais l'autre jour, je discutais avec un jeune entraîneur qui lui me disait, mais comment, par rapport au goût de l'effort, là, il n'a plus le goût de l'effort, donc il n'a plus la motivation à jouer. Je dis, mais est-ce que là, tu le vois quand il l'a plus? Et quand il l'a, qu'est-ce que tu lui dis? Ben, il l'a quoi. Oui, mais est-ce que tu lui fais comprendre? Est-ce que tu lui apprends à dire, ah, là j'ai réussi, là j'ai progressé, là j'ai avancé, là j'ai appris à jouer au paddle. Tu savais jouer au paddle avant? Oui, direct. Direct. Voilà. Et moi je sais pas jouer au paddle. Comment t'as fait pour jouer au paddle? Tu t'es entraîné, t'as joué, enfin, tu vois. Et ça c'est une Jonathan qui lui a progression qui à un moment donné devrait te satisfaire, mais tu t'es pas arrêté. C'était pour ça. Je suis tout le temps comme ça dans la compète. Oui, Bon, mais je parce vais que tu répéter un vois petit la peu. compète. Avant de voir la compète, il faut apprendre des choses. Il faut se satisfaire d'avoir appris des choses. La satisfaction d'avoir progressé par rapport à soi. Moi, je suis vraiment satisfait de ce qui se passe à l'instant T. Ah bah, Si je gagne, je suis sur la ça, projection c'est- de la prochaine c'est victoire. l'émotionnel, c'est pas la motivation, c'est l'émotionnel. La respiration, Non, mais c'est vrai, si Ça me coûtait cher avec. Démarre le compteur. la progression, elle commence quand tu travailles sur le chemin d'arriver avant la victoire, quoi. Si le chemin a aucune importance, si tu te dis on va aller au bout de la montagne et le but c'est d'aller en haut de la montagne et quand on peut t'y poser un hélicoptère, est-ce que tu es aussi heureux que si tu es monté à pied, quoi. C'est ça le truc. Pour moi, quand on s'attache qu'à la victoire, qu'à gagner, ça veut dire que peu importe le moyen, peu importe le chemin, donc peu importe l'adversaire, donc ça veut dire que je vais jouer au paddle que contre des gars nazes et je gagne tout le temps. Je progresse pas, mais je gagne tout le temps. Donc il faut transformer sa motivation. Il faut se dire, est-ce que finalement, je prends pas si on te re-questionne sur le plaisir, pour qui tu joues, pourquoi tu joues au paddle, je pense qu'en 20 minutes, tu arrêtes de jouer au paddle. Parce que si vraiment la conséquence c'est absolument gagner, c'est qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas derrière et qu'il n'y aura pas de progression et qu'on est vraiment sur du réflexe d'ego et de. Il y a un autre jeu des motivations, c'est avec EgoTâche. C'est une liste des actions que tu fais par ego et une liste des actions que tu fais par tâche, par progrès. Et on te demande à ton tour tout ce qui te correspond, tout ce qui te définit. Et généralement, toi tu vas entourer tout ce qui va être sur l'ego, mais vont apparaître, progresser, s'entraîner, tout ça tu vas l'entourer. Ah oui. Ça, je peux me porter que par l'ego, parce que ce que vous me dites, moi je suis d'accord, hein, en tant qu'entraîneur je dirais la même chose, ou en tant que pote, mais quand c'est à l'intérieur de toi, moi j'ai fait un gros travail sur ça, parce que je me déteste. Mais non, parce que je me déteste quand je suis comme ça, c'est que les gens ils comprennent pas que je me déteste, moi aussi. Et je déteste les gens qui sont comme ça. Donc des fois je sens en moi que je suis en train d'être incontrôlable là-dessus. Et du coup, je me dis juste, je suis moins fort que les autres, c'est pas grave d'être moins fort, ou de ne pas réussir, pour ça j'en ai conscience. Et je prends du plaisir même dans l'échec. Pas de soucis. Mais quand t'es comme ça, c'est dur. C'est pas prendre du plaisir dans l'échec, c'est l'utiliser, cette force de caractère, pour faire autre chose. Tous les plus grands, les Tony Parker, les Tony Parker, les Teddy Riner et tout, ils diront le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils détestent la défaite. Par contre, au lieu
de se concentrer et de dire moi je veux que gagner, c'est parce qu'ils détestent la défaite, quel chemin ils prennent pour pas avoir à perdre. Et on revient dans la planification d'objectifs, c'est-à-dire que oui être pro, oui gagner. Par contre, qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne combien de fois? Je fais quoi au niveau nutritionnel? Je fais quoi au niveau de mes étirements, de machin, etc. Je vais tout planifier pour pas avoir à me retrouver dans le sentiment où j'ai perdu, quoi. Donc tu utilises cette force-là pour construire le chemin. Si le chemin tu t'en fous et que tu attends que la fin, ça peut encore changer. La raison. C'était pour ça que je faisais cette histoire, je veux changer pour le padel. Merci. Tu parles pas de merde. Ouais, tu fais bien d'ailleurs. Mais je fais le padel, alors. Tu fais bien peut-être quand tu J'aimerais parles. d'abord un peu plus du fait que, par exemple, une équipe qui gagne une force, comment, par exemple, après un gros match, parce que c'est dur, une belle victoire, comment faire en sorte que, par exemple, nos joueurs, et même nous-mêmes, en fait, on arrive à nous-mêmes d'être justement de continuer à faire des efforts et pas à se reposer sur ces gens. C'est une très bonne question aussi. Je ne crois pas que je le traiterais différemment d'un gros échec. Je crois que je le traiterais dans la façon de vivre ce qu'on a réalisé. Donc victoire ou échec, vivre ce qu'on a réalisé un certain temps. Le digérer dans le sens où l'analyser, savoir ce qui a été positif, savoir ce qui a été négatif, savoir ce qu'on doit garder, ce qu'on veut garder. Parce que des fois, quand tu gagnes un match, bon, il y a des choses, tu ne peux pas trop les garder, mais voilà. Mais il y a des choses que tu veux garder. C'est l'aboutissement du travail. Donc de montrer, vous voyez, tout ce qu'on a travaillé, tout ce qui a été dur, là, le jeune entraîneur, je me disais que sur le terrain, tu dois être là pour leur dire, t'as vu, hein, je t'avais dit ça serait dur, mais tu l'as fait jusqu'au bout. Peu importe le résultat, tu l'as fait jusqu'au bout. Et de faire sentir aux joueurs qu'ils ont tout donné et voilà, le plaisir. Vous avez vu là, après le match, c'était dur, hein, mais vous avez vu, on a gagné. Enfin voilà, de vraiment conscientiser ça, vivre le moment présent de la victoire ou de la défaite, dire c'était dur, vous avez vu le match, c'était dur, on a encore perdu, mais c'était dur, on a encore perdu, mais vous avez vu, on joue à ce niveau-là. Si vous voulez tout gagner, on peut retourner en départ l'année prochaine. Ah non, hop. Donc il y a un moment où tu vois, prendre conscience de ça, le vivre, et après, quand on est entraîneur, vous avez tout ce moment-là où vous allez le clore, en fait, vous allez le terminer, pour que la préparation à la compétition s'enchaîne sur le truc d'après. Et du coup, on enclenche un travail, donc même dans la victoire, on a gagné, on a vécu ce moment-là. Alors, objectif suivant, c'est quoi? Donc ça, pour moi, c'est dans la préparation à la compétition, chaque étape, dans les planifications d'objectifs, voilà, chaque étape. Donc quand moi je coachais en 18, c'était le lundi. Le lundi, ça correspondait, c'est terminé. Le match de la veille, c'est terminé. Après l'entraînement, et on passe à celui d'après. Par contre, je prenais l'entraînement du lundi, quand on avait une grosse défaite, pour vivre, pour faire autre chose. Et j'acceptais que l'entraînement soit pas de bonne qualité. Tu vois, plein de choses qui font que le lundi soir, on passe sur le truc d'après. Donc ça peut être pareil, je pense, dans la victoire. Et après s'en servir, par contre, garder ces moments-là dans la victoire, ce qui est important, mais dans la défaite aussi. De garder des moments clés où se sont résolues des choses, tu vois. Ouais. Et ça, pour moi, la dimension mentale, là, elle est hyper importante de se rappeler de ça pour la pensée positive. Je pensais à tes outils. Travailler sur le discours interne pour permettre la réussite d'une action en match aussi, c'est très important. Que le discours interne, les choses qu'on se dit que personne ne sait, il ne faut pas qu'elles soient négatives. Je ne dois pas être dans le jugement, je suis nulle. Je ne dois pas être dans le jugement. Donc ça, c'est l'auto-jugement. Je dois éviter d'être dans tout le temps le jugement des autres. Non, mais ils sont nuls, de toute façon, ça passe. Et ça, vous ne savez pas, mais les joueurs, ils pensent ça, en fait. Ça peut être sur la situation, c'était difficile. Là, c'est plus factuel, donc c'est intéressant. Ça peut être interrogatif, mais comment je vais y arriver, mais qu'est-ce que je fais là, mais voilà, ça c'est des pensées. Et ça c'est des choses qui se travaillent. C'est pareil dans votre discours, de proposer des choses, de proposer des nouvelles pensées aux jeunes. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître les mantras, les choses avec les animaux, faut être un lion, faut être féroce. Pourquoi pas? Si ça parle aux équipes, si c'est dans un projet, moi je trouve ça intéressant. Si c'est sortir la baguette magique, juste l'animal, juste avant, non, je ne crois pas trop. Ça peut avoir un effet waouh juste pour un match. Pour durer, c'est compliqué. Donc, mais ouais, je pense que je serais très pareil avec vivre et clore le truc. Bon, allez, après de l'avant.
j'enchaîne un petit peu pour répondre aux autres questions. Donc, comment entraîner? Motivationnel, émotionnel. Motivationnel, ça va donc être effectivement beaucoup dans l'échange, la verbalisation. Ça peut être sur le terrain par l'encouragement, par votre verbalisation, et ça peut être aussi, ce qui se fait beaucoup aussi, c'est de donner de l'autonomie à votre groupe pour la communication. Ils se réunissent pour échanger, ils se réunissent pour faire une bulle, ce qu'on appelle la bulle de respiration, mais c'est pas que de la respiration, on peut faire une bulle de discussion, on peut faire une bulle de plein de choses. Et en tout cas, c'est au travers de cet échange-là que la motivation peut être travaillée. Souvent, il y a des jeunes qui viennent me voir et quand ils n'ont plus la motivation, je leur dis, mais même quand il y a le cri de guerre, ça motive. Je dis, c'est ça. Et donc, ça peut être ça à des moments donnés que vous transformez pour pouvoir accentuer la motivation sur une compétition. Entraîner aux émotions, c'est par je pense, des petits temps aux entraînements qui se font régulièrement. Donc, évidemment, la respiration. Évidemment, être lucide, c'est la première étape, être lucide pour les jeunes sur quelles émotions ils ressentent. Ils ne connaissent pas leurs émotions. Ils en ont plein, je vous rappelle, ils en ont plein depuis qu'ils sont tout petits, mais ils ne savent pas toutes les interpréter, savoir lesquelles vont apparaître pendant le match, pourquoi toi tu es frustré, moi je suis juste en colère, voilà. Et à quelle intensité. Tout ça c'est hyper important de reconnaître ça. Et ça peut se faire dans plein de temps à l'entraînement avec plein de jeux. Sans outils, avec outils, mais ça peut se faire aussi sans outils. Okay. Dans des temps off, évidemment. Je vais rajouter les capacités attentionnelles pour compléter ça, parce que ça c'est le travail que j'avais entamé au JSA avec Valentin Pouplin, c'était pour travailler sur le groupe pour augmenter le niveau des capacités attentionnelles. Parce qu'on avait vérifié, on avait observé, et je pense que c'est commun à tout le monde, que la concentration et la reconcentration, c'était pas gagné pour le groupe. Dans le terrain, on peut travailler ça très facilement. Est-ce que vous demandez à vos joueurs sur tout l'entraînement d'être dans la même intensité en prépa physique? Est-ce que des fois vous leur dites pas d'aller boire, de souffler? Est-ce que vous faites tout sur la même intensité? On est d'accord? Non. Pourquoi on ferait tout sur la même intensité au niveau attentionnel? Pourquoi on demanderait le même niveau de concentration à un joueur pendant tout l'entraînement? Pendant tout le match, t'es pas concentré. Il a le droit de pas être concentré. C'est quand est-ce qu'il doit être concentré? Quand est-ce que vous voulez qu'il soit concentré? Quand est-ce qu'il a l'occasion de se déconcentrer? Et comment fait-il pour se reconcentrer? Comment Johan fait pour se reconcentrer? Pas de la même manière que le duo. Mais en tout cas, pas la même vitesse, pas les mêmes outils, pas les mêmes accroches. Et ça, en fait, c'est là où il faut, pareil, on est dans un contexte d'apprentissage. Vous pourrez peut-être pas dire, ouais, moi je sais, ce joueur-là, il est concentré, mais à partir de là, il est déconcentré. Non, vous pourrez peut-être pas savoir, mais par contre, vous pourrez leur amener des outils sur ça. Et ça, sur le terrain, il y a plein d'exercices que vous faites déjà. Comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, d'écrire, de chiffrer, pareil, sur la concentration, c'est hyper intéressant de faire à l'entraînement à combien vous êtes concentré. Vous donnez votre échelle. Moi, je donne une échelle de 0 à 10 généralement. À combien vous êtes concentré? Donc, il y en a qui dit à 10. Vous laissez, il n'y a pas de jugement sur le résultat, mais du coup, ça vous donne une idée. Et eux, ils se posent la question, à combien je suis concentré? Je ne sais pas moi, à combien je suis concentré. Je te demande de savoir. Et de faire, c'est tout à fait une prise de conscience, exactement. Et c'est une prise de conscience importante parce qu'après, quand vous allez pendant le match avec l'émotion lui dire « Allez, concentre-toi !» Et là, en fait, l'émotion va dire « Je suis concentré », mais en fait, il ne va pas voir la différence. Tu rentres dans la programmation. Donc ouais, capacité attentionnelle, je trouve que c'est important. Et après, il y a les capacités interrelationnelles aussi, qui sont évidemment importantes et qui pourraient rentrer dans la cohésion, tout ce qu'on voit sur ce travail-là. Quels besoins staff, joueurs, environnement? Donc comment vous voyez la dimension mentale dans votre club? Comment vous voyez la dimension mentale pour vous? Qu'est-ce que vous faites pour vous? Parce que, à la différence de la préparation mentale, je pense qu'en
en tant qu'entraîneur, vous faites des formations et pour savoir quel type d'entraîneur vous allez être. Là, vous avez eu 2 intervenants différents. Il y en a un qui a fait plutôt du jeu ouvert et plutôt du jeu fermé après. C'est leur conviction. Et ils ont travaillé sur ça pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient vous proposer. Vous, la posture, c'est quel entraîneur je veux être et comment je veux intégrer la dimension mentale. Pour performer, pour apprendre aux enfants en basket, on sait, il y a la technique, la tactique, le physique, les facteurs de la performance, il y a le mental. Comment vous travaillez sur le mental en vous entraînant? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce qu'en U13, on doit avoir la même quantité de travail mental qu'en U18? Est-ce qu'à l'école de basket, on doit travailler la dimension mentale? Et moi, qu'est-ce que je fais pour gérer mes émotions? Oui. Je pense que plus ils sont jeunes, par exemple les U13, et Jonathan je pense qu'il le fait comme ça, ils travaillent sans l'exprimer en exercice, ils veulent travailler plutôt par la confiance dans l'intention et dans le choix. Donc en valorisant le choix qu'il va faire ou la capacité à gagner son duel, ou à prendre un tir à 3 points en première intention, chose qu'en U13 valorise le joueur, donc dans sa capacité à lui se développer plus tard, et déjà prendre confiance et savoir qu'il peut faire des erreurs. Ok. Et après, plus on va avancer en âge, peut-être Dimitri fonctionne autrement. Attends, je t'arrête. Du coup, est-ce que lui, il sait que il a gagné en confiance et que toi, tu le fais? Si l'entraîneur lui dit bravo, bon choix, plus important que s'il marque le panier ou pas. Ok. Ça, je Dans pense les déjà, ça encouragements valorise. discours. Ok, ouais, ça marche. C'est Et- qu'est-ce que tu vas faire pour passer le message que là, tu lui fais confiance? C'est ça que je voulais savoir. Ouais, du coup, bon choix. Et si jamais il refuse le tir, de lui dire aussi, mauvais choix. Là, par exemple, tu es tout seul, tu dois tirer, même si tu loupes. Donc, valoriser plutôt l'intention que le résultat. Ouais. Et du coup, être attentif à comment je vais verbaliser ça. Plutôt que le mauvais choix, dire là, tu auras pu faire cette action. Ou du coup, questionner. Est-ce que c'est l'action nécessaire à faire dans ce cas-là? On fait beaucoup en école de basket. Si tu es un défenseur à droite, est-ce que tu peux voilà. Plus aller sur le questionnement que sur mauvais choix. Ouais. C'est ça que vous voulez dire. Ok. Autre chose? Non. Et vous, donc encore une fois, je repose la question, dans votre posture, qu'est-ce que vous faites pour travailler sur vos émotions? Parce que je crois que, voilà, dans un championnat, quelques émotions vous traversent l'esprit. Comment vous faites pour entretenir vos motivations alors que des fois, au cours des réunions, on voit que les points négatifs de ce qui se passe au club? Et attentionnel, comment vous faites pour être concentré, attentif pendant tout le match, tous vos entraînements, tout le temps, sur la route après, ceux qui font les déplacements? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour mieux gérer ça? En tout cas, déjà mieux vous connaître et mieux gérer ça après s'il y a des choses qui vous gênent. Est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent? Si vous interrogez là-dessus. Donc oui. Comment? C'est pas entendu. Voilà, par exemple, voilà, ça c'est un outil, se décharger sur les arbitres, tout à fait. Est-ce que c'est le bon outil? Je ne sais pas, mais je ne serai pas juge. Mais voilà, ça, je ne suis pas juge là-dessus, chacun son outil. Il y en a c'est l'alcool, il y en a c'est fumer, il y en a c'est fumer, il y en a, voilà. Qu'est-ce que vous avez comme bons outils que vous estimez comme bons outils pour pouvoir gérer ça? Et je vais vous dire un truc, c'est que la dimension mentale ne peut pas se travailler avec les joueurs si elle ne passe pas par l'entraînement. Ça, par contre, c'est l'expérience qui me dit. D'accord? Sinon, ça viendra par un préparateur mental extérieur. Et est-ce que c'est ce qu'on veut? Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, parce que la dimension mentale, elle peut se travailler finalement de 3 manières au basket. Elle peut se travailler grâce à vous, grâce à nous, aux entraînements. Moi, ça, j'y crois vraiment. Elle peut se travailler avec un membre du staff au niveau qui fait partie du staff et qui est à la charge de ça. Mais est-ce qu'on a tous les moyens d'avoir ça? Je ne crois pas. Et elle peut se travailler parce qu'on voit apparaître de plus en plus les préparateurs mentaux, dont je fais partie, qui travaillent indépendamment avec un joueur dans l'équipe. Et si le préparateur mental vient pas me discuter avec moi, du coup j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait interférence, quoi. Donc est-ce que c'est ce qu'on veut? Je suis pas sûre. Donc comment on peut faire pour travailler là-dessus? Et donc staff, joueurs, environnement, les parents aussi, ça peut être intéressant de vous questionner sur quelle intervention vous pourrez faire en début de saison
sur la dimension mentale d'accompagner son enfant dans son projet sportif, que vous pouvez peut-être mener, que peut-être vous avez des collègues qui pourraient mener ça au club, ou peut-être qu'ailleurs vous en avez d'autres qui pourraient intervenir, faire des interventions là-dessus. Mais ça peut être intéressant. Parce qu'il y a des choses, des prises de conscience à faire auprès des parents. Vous savez très bien. D'accord ? Peut-être que par vous, ça passera plus difficilement. Peut-être que par quelqu'un, un dirigeant, quelqu'un qui est au club, ça passera autrement. Un professionnel d'un autre sport, ça passera autrement. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Des coachs mentaux pour les parents. Comment ? Il faut des coachs mentaux pour les parents. Je suis pas d'accord. En fait, ça dépend comment c'est amené, comment c'est présenté, comment c'est cadré, je pense, au départ. Moi, personnellement, je fais comme ça. Je fais une réunion au mois de juin, c'est préparatif à la saison. Et ils savent ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et ils sont conscients de comment les enfants vont être coachés. Ils ont aussi conscience que, et je leur dis vraiment, il y a sans émosité, que je suis pas dans leur équipe, je suis dans l'équipe de leur enfant, mais qu'il faut qu'on travaille ensemble, mais que c'est hyper cadré, que c'est moi qui décide parce que c'est moi qui gère le truc, et que la porte est toujours ouverte, que s'ils ont besoin de dire quelque chose, ou que si leur enfant leur dit quelque chose qu'il ne veut pas me dire parce que je suis l'entraîneur et donc il ne peut pas me parler parce que la posture est sacralisée par les joueurs, surtout les jeunes, que le dialogue il est ouvert, mais c'est hyper cadré. Et moi, depuis que je fais ça, j'ai plus trop de problèmes, entre guillemets, quoi. C'est un peu pareil. Le truc que je rajouterais à ce que tu proposes, c'est aujourd'hui, par rapport à vos questions de oui, aujourd'hui ça a changé, qu'est-ce qu'on peut proposer en plus aux parents qui sont beaucoup plus accompagnants, et là je parle à ceux qui vont avoir des projets, tu vois, 15 élites, pôle, voilà. Qu'est-ce qu'on peut proposer en plus de ton discours comme outil, comme ressources? Parce que moi j'aime bien, quand on parle de besoins, interroger sur les besoins, de proposer des ressources. Et c'est pas que moi qui propose des ressources, c'est les joueurs. Quand ils me disent que au niveau alimentaire, je mange n'importe comment, moi je suis pas diététicienne, hein, donc je vais pas. Donc je dis c'est quoi tes ressources pour mieux manger? Parce que si tu veux aller au niveau, si tu veux gagner la fin du championnat et avoir l'énergie, qu'est-ce que tu vas faire? Et des fois ils font. Donc moi je suis là pour les aider. Mais on peut aussi avoir dans un club des ressources qui font que tiens, tu pourrais aller voir tel joueur parce qu'il s'y connaît, tu pourrais aller voir telle personne. Et c'est bien d'avoir, tu vois, en plus de ton cadre, des personnes qui sont ni les parents, ni toi. Et du coup, c'est une espèce de liste de réseau, quoi, de choses validées par les dirigeants ou validées par aussi les parents. Des fois, c'est par les parents, et qui complètent l'accompagnement des joueurs. Dont parce que vous ne pouvez pas tout faire. Et vous aurez des ressources en plus de vous qui ne sont pas sollicitées au départ, mais sollicitables dans la saison. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce qu'il y a des questions qui vous n'avez pas vos réponses? Oui. Moi, c'est par rapport à la posture du coach. Ça m'a beaucoup intrigué et j'ai une vidéo l'autre jour de Guillaume Bizet parler de ça. Le côté émotionnel et le côté, on va dire, structuré et, du coaching. Est-ce qu'il y a une manière de voir le pourcentage par rapport à notre posture qu'on doit avoir, ou est-ce que c'est aussi dû à qui on est, qu'on doit, je pense, si tu me poses la question, je vais te dire qu'il faut qu'on soit nous-mêmes, sans être non plus porté que par qui on est dans l'émotion, en ayant une posture de quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait, qui est concentré, qui n'est pas que dans l'action elle-même. Est-ce que toi tu as une réponse à ça par rapport au coaching, toi qui as côtoyé, je termine, elle est un peu long, toi qui as côtoyé le haut niveau, est-ce que tu penses qu'il y a un pourcentage à donner ou une manière de voir les choses entre le côté émotionnel et le côté un peu droit et maîtrisé quand on coach? Alors la première question, c'est mieux se connaître, et l'exercice que certains connaissent, c'est dans le cerveau, à combien tu estimes que tu as ta part émotionnelle et ta part rationnelle là-dedans. À combien vous estimez que votre vie, votre manière de coacher
coacher, on va prendre là, elle s'organise autour de quelle partie d'émotion, quelle partie de raison pour toi quand tu viens là, quand tu... En pourcentage, Ouais, ce qu'on ressent, ouais, je dirais émotion 60% ouais. et rationalité 40%. Ok. Les autres? Ceux qui n'ont pas fait le test. Je connais pas. Ah ouais. Ok, c'est du coup. Non, c'est plus l'inverse. Ah, c'est l'inverse. bon, c'est C'est rassurant, quand même. Hein C'est rassurant quand même. T'es dirigé par tes émotions, toi. 60%. Bah, dans la manière générale, oui. Mais dans le non-jugement, chef. Je questionne. Toi, t'as 40 pas des mots. raquettes, C'est mon assistant, ça m'inquiète. C'est des émotions. Tu mettrais combien? Moi j'aurais fait l'inverse. Lui, il va faire 10,90. Ah, mais moi je suis 10,90. Oui. Voilà. T'as cassé des plaquettes quand même. 10 émotions. 10 émotions. Si, t'as cassé des plaquettes et des stylos quand même. Ouais, 90 émotionnel. C'est du Ah, je déconne. l'émotion. C'est juste que les 10% sont violents, ça. Ça dure pas longtemps, mais c'est violent. C'est pas souvent, mais ça explose tout. Est-ce que la bonne question, ce serait pas est-ce que tu es la même personne quand tu entraînes et quand tu coaches? Est-ce que tu endosses un autre habit quand tu deviens coach pendant un match? Ben oui. Pour moi, Que- oui. Mais Voilà, c'est ça la bonne question pour moi. Ok. Mais alors, du coup, ton habit de coach, il a combien? Mon habit de coach, il est à combien par rapport à mon habit d'entraîneur? Ton habit de coach, Émotionnel. quand tu es coach, ce que tu vas vivre sur le terrain, à combien dans ton cerveau, tu penses à combien tu as une partie émotionnelle, tu as une partie rationnelle. Voilà, combien, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de plaisir de coacher, ça c'est là. Le plaisir de coacher, en fait, pour moi, hein, c'est que tu as fait le boulot toute la semaine et le week-end, c'est la cerise sur le gâteau. Tu viens là pour kiffer. Et si tu as bien fait ton job et si ton équipe a bien taffé, normalement, tu prends que du plaisir. Donc à combien de C'est que pourcentage de c'est que kiff la et à maîtrise. combien de pourcentage de Après, réalisation? le côté émotionnel, moi, en ce qui me concerne en tout cas, c'est plus du cinéma, on va dire. Donc à combien ton pourcentage d'émotion, à combien ton pourcentage de raison? Je serais à 80-20. 80 pourquoi? Quelle partie émotionnelle ou rationnelle? Rationnel 80, Rationnel 20%. 80, ok. Et entraîneur, ça changerait quoi? Entraîneur, moi quand je suis entraîneur, je suis plus. En fait, quand je suis entraîneur, je suis plus à l'écoute. Donc le partie émotionnelle, on Ouais, dirait? il y a plus d'intérêt émotionnel, Ok, plus à l'écoute du joueur ok, et de la team. ok. Et inversement, en fait, les tendances s'inversent presque pour moi. Ok, ça marche. Ça inverse presque au moment où tu coaches que quand tu entraînes. Ok, ça marche. Il y a l'expérience qui travaille ça, qui permet de travailler ça. Moi, je pense que je serais à peu près comme ça. Je pense que j'étais encore plus 70-30 quand je commençais à coacher. Et qu'en fait, avec l'expérience et le fait d'avoir des choses à régler, l'opérationnel, en fait, fait que tu as l'expérience quand tu mets ta peau de coach à basculer, ou en tout cas, ça prend pas le pas sur ça après. C'est-à-dire que même si c'est la même partie, même si tu as d'émotionnel important, en fait, c'est ça qui fait fonctionner davantage. C'est ça qu'il faut apprendre à faire en fait. Il ne faut pas chasser ça pour moi. Donc, il y a beaucoup qui diront aussi il faut que tu sois à 80-20. Voilà. Moi je dis que c'est surtout qu'il faut apprendre à réguler, à utiliser tes capacités cognitives pour être performant et que tes capacités émotionnelles, parce que moi je crois en l'intelligence émotionnelle, et que l'intelligence émotionnelle elle sert tes capacités cognitives. Quand je posais la question, c'est pas le côté émotionnel, péter un plomb ou sauter quand tu coaches, c'est vraiment le côté sensoriel. Quoi. Et du coup, c'est ressentir comment les tu choses, vas. le mettre en L'intelligence place. émotionnelle, comment tu vas t'en servir et pas simplement la laisser passer. C'est comment tu vas l'utiliser. C'est ça qu'il faut arriver au apprendre à faire. ressenti, créer quelque chose pour mettre en place une action pour être meilleur dans la rationalité. On va dire. Mais ce ressenti, tu dois apprendre à ce qu'il soit aussi en fonction des autres. C'est ça qui est dur. Pas de questions là-dessus. Évolution, je vais terminer là-dessus. Oui, il y a une évolution, mais il y avait une évolution sur chaque génération. Donc oui, ça ne me plaît pas forcément de voir certains jeunes aujourd'hui avoir des attitudes que moi j'avais pas.
Mais plutôt que de me dire ça, je me dis comment essayer de transformer ça pour que ça soit... C'est ce que vous faites au quotidien, de se poser cette question, et en tant qu'éducateur, c'est ce qu'on doit faire. Et je pense que ce qui est hyper chouette, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de choses à notre disposition. Le plus dur, c'est de faire le tri sur ce que je vais utiliser tellement il y a des choses. Avec l'intelligence artificielle, presque, qui pourrait nous dire comment entraîner, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez, et quel entraîneur, quelle posture vous voulez avoir, c'est peut-être ça au départ qu'il faut se poser comme question pour pouvoir s'adapter à ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses qui restent un peu floues? Donc moi je vous remercie juste pour l'échange. J'espère que j'ai répondu à certaines questions. En tout cas, je vous ai ouvert à motiver à faire des petits outils, mettre du mental dans vos entraînements encore plus. Je suis évidemment disponible pour échanger si vous voulez un jour m'appeler, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Merci à vous. Merci Eric, franchement c'est très instructif et j'espère que ça, comme tu le dis, ça va intégrer tout ça dans la formation des joueurs, parce qu'on parle bien de la formation des joueurs et de la préparation mentale et du joueur et du coach. Et du coach, ouais. Et du coach. C'est intéressant. Pareil, j'ai la chance donc d'accompagner des entraîneurs. Je ne fais pas que les sportifs, des entraîneurs et des staffs. Là, je travaille beaucoup avec le staff de l'équipe de France de sport adapté. Et la gestion émotionnelle et organisation, la préparation à la compétition avec le staff, c'est un peu les thématiques qui travaillent ensemble. Et après, avec les joueurs, la gestion émotionnelle, la préparation de compétition aussi, mais plus individualisée aussi. Donc c'est très intéressant. Je fais un peu les parents, mais sans que ça soit officiel. Mais voilà. Et les joueurs en basket aussi. Parfait, merci beaucoup. Juste pour terminer, pour ceux qui ne sont pas du club de Saint-Médard, si certains veulent venir ce soir voir le match de National 3, je mets à disposition des places. Donc, venez nous voir après. Je vous donne ça si ça vous intéresse, bien sûr. Et je vous remercie.